Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer. Bonjour, vous êtes nombreux aujourd'hui à nous rejoindre à l'occasion de ce webinaire sur les marchés high yield et spécifiquement notre expertise high yield. Je vous remercie d'être nombreux. Il y a encore beaucoup de connexions qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir notre équipe High Yield, donc composée de Édouard Faure, qui est le responsable de gestion High Yield et crédit chez nous, que vous voyez en haut de votre écran normalement. Édouard travaille chez Swiss Life Asset Manager depuis plus de 12 ans, donc il a une belle expertise, une belle expérience sur ce marché évidemment, et également de notre savoir-faire très spécifique. On y reviendra par la suite. Emmanuel Jourdan, qui travaille chez Swiss Life Asset Manager depuis 7 ans, qui est gérant analyste, et Gabriel, qui est Krabos, pardon, qui nous rejoint très récemment de chez La Française. Donc on a enrichi et étoffé notre équipe, et Gabriel, eh bien, a lui plus de 10 ans d'expérience sur ce marché. Au total, c'est une équipe de 5 personnes chez nous sur cette thématique à yield. Et on a la chance de renforcer cette équipe d'ici très peu de temps, pour preuve de l'importance que cette expertise et que cette thématique a chez nous. Aujourd'hui, sous gestion, on a 1,2 milliard d'encours sur ce pan à yield, sachant que sur ces 1,2 milliard, à peu près la moitié concerne des fonds à échéance qui sont évidemment le thème principal de l'intervention d'aujourd'hui. Donc, au total, si on se focalise sur ces fonds à yield d'échéance, on totalise plus de 11 années d'expérience, ce qui est plutôt rare et valorisable sur la place. Pour vous dire quelques mots du plan d'aujourd'hui, on va commencer par parler des marchés à yield. Donc, quels sont les niveaux de rendement et comment finalement cette classe d'actifs doit ou s'intègre-t-elle dans vos allocations aujourd'hui. Donc, on va parler très concrètement des portefeuilles que vous pouvez construire. Ensuite, on va regarder, normal, c'est l'essentiel, entre autres sur le marché high yield, les fondamentaux des émetteurs high yield. Donc, quid des défauts, sont-ils solides et quels sont les risques sur le marché high yield aujourd'hui? Et enfin, dans une troisième partie, eh bien, nous verrons en détail ce qui nous différencie des concurrents sur nos deux produits, donc deux fonds high yield datés à échéance 2026 et 2028. Enfin, avant de laisser la parole au gérant et à l'équipe de gestion, je voulais vous informer que vous pouvez poser des questions en direct. Il y a un petit onglet normalement Q&R, questions-réponses, que vous devez trouver sur votre fenêtre. Je recevrai directement les questions, j'y répondrai, et si c'est des questions eh bien, qu'on doit directement adresser à la gestion, eh bien, on sélectionnera les meilleures à la fin et on interrogera directement l'équipe de gestion. Je vais laisser la parole à Gabriel qui désormais va vous parler du marché high yield. Bon webinaire à toutes et tous. Merci Romain, bonjour à toutes et à tous. Donc on va passer ensemble quelques minutes sur le marché du high yield. Alors, 2022, vous en rappelez, c'était une année noire pour la gestion obligataire ainsi que pour le high yield. Une année qui a été marquée par une forte progression de l'inflation ainsi que des hausses de taux de la part de banques centrales qui ont continué sur 2023 et avec des performances lourdement négatives à deux chiffres. La bonne nouvelle de tout ça, c'est que avec la hausse des taux, les taux de rendement sur le high yield sont redevenus attractifs. Et on peut le voir sur le graphique de gauche, avec un rendement sur le high yield euro qui désormais s'établit autour de 7,5%, alors qu'aux États-Unis, il s'établit à 7,1% en prenant en compte le coût de couverture. Hors coût de couverture, le rendement du high yield en dollars aurait plutôt vocation à naviguer autour de 9%. L'autre bonne nouvelle sur le high yield, c'est que la période des soldes n'est pas terminée. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, le prix moyen des indices sur le high yield, donc d'un panier d'obligations high yield, par exemple sur le marché européen, est aujourd'hui de 88%. Et alors là-dessus, la bonne nouvelle, c'est que en fait, ces obligations-là vont graduellement converger vers le pair, c'est-à-dire vers 100% à maturité, heu, sauf si évidemment il y a une explosion des taux de défaut et ça c'est un sujet qui sera adressé un peu plus tard par Emmanuel. Donc en fait ici en investissant sur le marché du high yield, vous pouvez numéro 1 profiter d'obligations décotées qui vont graduellement converger et un niveau de coupon qui est de l'ordre de 4%. Et donc en prenant en compte ce gain en capital et ce coupon que vous avez sur les obligations high yield, on retrouve ce fameux 7,5%.
Alors, sur le graphique de gauche, on vous a classé les différentes sous-classes d'actifs obligataires en ordre croissant par niveau de rendement. Donc, on commence par les obligations gouvernementales américaines et on finit par le high yield euro. Qu'on peut constater ici, c'est que numéro un, évidemment, il y a un écart toujours assez important en termes de rendement, mais surtout numéro 2, c'est la sensibilité au taux, donc les fameux points rouges que vous pouvez apercevoir sur les graphiques, qui peuvent différencier ces différentes classes d'actifs. Et ce qu'on peut voir dans un environnement où la volatilité sur les taux est toujours extrêmement importante, on peut voir que certaines classes d'actifs ont une sensibilité au taux très importante, notamment si je vais prendre l'exemple des obligations gouvernementales européennes qui ont une duration, une sensibilité au taux équivalente à 6,5, alors que sur l'yield européen, on serait plutôt autour de 3. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fameuse sensibilité au taux? Tout simplement, je vais prendre un exemple. Si les taux s'écartent de 100 points de base, la performance sur les obligations gouvernementales sera de l'ordre de moins 6,5%, alors que sur l'euro, une hausse de taux de 100 points de base aura un effet d'uniquement moins 3% et pourra être absorbée justement par le niveau de rendement qui est offert aujourd'hui sur le marché, qui est autour de 7,5%. Sur le graphique de droite, on vous a classé toujours par ordre croissant le niveau de rendement par notation à yield. Ce qu'on peut apercevoir ici, c'est que le WB de façon générale, Europe-US, était autour de 6%, le simple B autour de 8%, alors que sur le triple C, la catégorie la plus spéculative sur la yield, où on aperçoit des taux de défaut en général entre 10 et 15% par an, on observe qu'il y a un véritable décalage qui s'est créé entre les États-Unis et l'Europe et qui est surtout lié, numéro un, à une concentration du marché européen où il y a peu d'acteurs et donc qui est moins représentatif, mais surtout les anticipations de marché qui ont plutôt tendance à entrevoir, on va dire, un atterrissage en douceur aux États-Unis, le fameux soft landing, alors qu'en Europe, on serait plutôt sur une récession modérée, et ce qui explique ce fort différentiel. Côté Swiss Life, on intervient avec parcimonie sur cette catégorie de rating, mais on va dire qu'on a plutôt une ADN qui va être tournée sur le simple B, voire le double B. Une des questions qui nous revient assez régulièrement de la part de nos partenaires est quel est l'intérêt de faire du high yield par rapport aux actions? Alors, ici, on a voulu vous montrer le différentiel qu'on peut avoir en termes de rendement entre la yield, donc c'est la courbe verte, aussi bien aux États-Unis à gauche qu'en Europe à droite, et ensuite les différents éléments de mesure de performance des actions. Alors, la performance des actions, évidemment, va dépendre des dividendes qui se retranscrivent par le rendement sur dividende, mais pas que. Il y a également la progression des bénéfices qu'il faut intégrer dans cette mesure de performance pour les actions. Et en fait, avec les dividendes et la progression des bénéfices, on va créer un espèce de rendement bénéficiaire qui va englober ces 2 mesures et qui se compare selon nous très bien au rendement, du high yield. Ce que vous pouvez voir sur la partie gauche du graphique, c'est que le high yield aujourd'hui offre un niveau de rendement qui est nettement au-dessus du rendement bénéficiaire. Donc clairement, il y a un intérêt assez important à faire du high yield, notamment aux États-Unis par rapport aux actions. En Europe, alors aujourd'hui, ce que vous pouvez constater, c'est que le rendement du high yield est quasiment identique au rendement bénéficiaire des actions, alors que sur les 10 dernières années, généralement, il y avait toujours un écart qui était assez important. Et donc, on peut raisonnablement espérer que la performance du high yield soit tirée, en fait, tout simplement par la baisse du rendement sur le high yield. Pour finir, on a essayé, en fait, de comparer l'intérêt d'avoir du high yield dans une allocation d'actifs globale en partant sur le couple performance annualisée et volatilité. Donc en abscisse, vous avez la performance annualisée sur 20 ans à gauche et 10 ans à droite, et en ordonnée, vous avez la volatilité sur ces périodes-là. On peut apercevoir sur le graphique de gauche, c'est que le high yield a une performance annualisée qui est quasiment identique à celle d'un indice action européen pour une volatilité qui sera entre 4 et 5 fois moindre. Donc clairement, on se retrouve dans cette fameuse zone idéale, on va appeler ça le sweet spot, avec un niveau de performance annualisé plutôt importante et surtout un niveau de volatilité qui sera assez faible. Sur 10 ans, le constat est, on va dire, moins favorable pour le high yield. Alors évidemment, entre-temps, on a eu ce fameux crash obligataire sur 2022,
Et également, on a eu des performances sur les segments actions qui ont été très positives. En revanche, on peut toujours s'apercevoir que malgré cette tension qu'on a eue sur les taux et la hausse de la volatilité obligataire, finalement, le high yield a plutôt bien absorbé ces effets-là avec une volatilité qui a toujours été assez modérée et un niveau de performance qui, on va le dire, est plutôt cohérent. Donc, pour conclure, on trouve que le high yield est attractif à plusieurs écarts. Tout d'abord, un taux de rendement qui est historiquement élevé, des titres décotés qui vont bénéficier de cette fameuse force de rappel à maturité et donc impliquer des gains en capitaux, également une volatilité limitée du fait d'une moindre sensibilité au taux, et enfin, clairement, dans un contexte où notre vue maison est plutôt, on va dire, une récession modérée sur 2024, en fait, on trouve que probablement les actions, en tout cas les valorisations actions nous semblent un petit peu excessives, surtout quand on regarde les anticipations de progression des bénéfices en 2024, qui sont de l'ordre de 12% sur les S&P et 7% en Europe. Et clairement, on trouve que le high yield regagne de l'intérêt par rapport au high yield. Alors, on n'est pas forcément en train de vous dire qu'il faut absolument arbitrer toutes vos allocations actions vers le high yield, mais clairement, le high yield est un bon complément sur vos actions, sur vos allocations actions, pardon, mais également par rapport à vos allocations sur la partie plus défensive de l'obligataire, c'est-à-dire les obligations gouvernementales et l'investment grade, qui elles sont beaucoup plus sensibles au taux et qui ont une volatilité beaucoup plus importante. Sur ce, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous commenter les fondamentaux des entreprises. Eh bien, merci Gabriel pour cette introduction en la matière. Maintenant, tour d'horizon sur les fondamentaux des entreprises. Alors, Gabriel a évoqué la hausse des taux et le risque d'une récession modérée. Dans ce contexte, les entreprises du high yield sont-elles en bonne santé? Alors, je sais que vous êtes nombreux à lire notre lettre mensuelle dans laquelle je fais régulièrement un point sur les résultats trimestriels et on a pu souligner la bonne résistance des entreprises à yield au contexte inflationniste. Aujourd'hui, les marges se stabilisent puisqu'elles parviennent à faire passer les coûts à leurs clients et donc c'est bien le signe qu'elles sont bien gérées, leur management fait preuve de réactivité. Alors pour illustrer ce propos, on vous a présenté ici l'évolution de deux indicateurs clés en termes d'analyse crédit sur une période assez longue, depuis 2011, qui permet de mesurer la solidité financière des entreprises à yield. À gauche, vous avez l'endettement et à droite, vous avez la capacité des entreprises à payer les intérêts de leurs dettes. Vous voyez donc qu'à gauche, les courbes restent sous leur niveau médian historique. Donc c'est plutôt rassurant, c'est le signe que les entreprises à yield sont bien gérées et que sont encore relativement peu endettées par leur historique. Par rapport à leur historique. On pense que cette mesure d'endettement devrait augmenter légèrement et converger vers les médianes historiques dans les 12 à 24 prochains mois. Sur la partie de droite, vous voyez au contraire que les courbes restent sur des niveaux élevés. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que plus la mesure est haute et plus les entreprises présentent une capacité importante à payer leurs intérêts. Donc alors certes, vous constatez que cette capacité s'est détériorée du fait de la hausse des taux, mais nous restons sur des niveaux historiquement élevés et nous pensons que cette mesure aussi devrait converger vers les médianes historiques. Donc rien de nature à nous préoccuper et je vous dirais donc qu'en conclusion, les entreprises du high yield se portent bien et qu'elles présentent un endettement raisonnable et ont largement les moyens de payer leurs coupons. Alors comment cela se traduit en termes de défauts? Faut-il craindre une nouvelle vague de défauts sur le high yield à cause d'une récession? La réponse est non, clairement, puisque avec des fondamentaux solides et une bonne résistance à faire face à l'inflation, les entreprises à yield ne présentent pas de risque d'une augmentation importante du nombre de défauts. D'ailleurs, d'après l'agence de notation Moody's, qui fait référence en matière de projection de défauts, on vous présente ici l'historique des défauts sur une période longue sur le high yield euro. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'aujourd'hui, on navigue autour de la moyenne historique qui est à autour de 3 à 4. On anticipe donc une légère remontée, mais qui reste autour de cette moyenne historique. Donc absolument rien d'alarmant. Ensuite, nos partenaires nous demandent souvent si c'est le bon moment pour faire du high yield. Eh bien, la réponse est oui, puisqu'on voit que lorsque les
prime de risque approche de la zone des 500 points de base, et c'est la courbe rouge qui est représentée ici, c'est généralement un bon point d'entrée sur la classe d'actifs. Puisqu'en effet, cela signifie que vous avez un surcroît de rémunération de 500 points de base au-dessus des taux souverains. Et donc, à ce niveau, on considère que vous êtes correctement rémunéré pour absorber une légère hausse des taux de défaut qui devrait d'ailleurs rester autour de la moyenne historique, comme je disais précédemment, autour de 3 à 4%. Alors, sur ce graphique, on vous apporte aussi la preuve que les primes de risque sont un indicateur avancé des taux de défaut. Et vous voyez assez clairement lors des phases de crise passées qui sont en surbrillance que les primes de risque se sont envolées rapidement et ont fait suite à des vagues de défaut 12 mois plus tard. Alors ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Vous avez des primes de risque qui ne s'envolent pas, elles ont remonté et finalement elles reflètent assez bien notre scénario de récession modérée dans lequel nous n'envisageons pas encore une fois de vagues de défauts. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les défauts baissent pour investir sur le high yield. Ça, c'est très important puisque si vous attendez que les défauts baissent, généralement, vous vous retrouverez dans une phase où les primes de risque auront baissé et donc vous aurez moins de rendement. En conclusion, les entreprises du high yield sont bien gérées, elles sont armées face à un risque de ralentissement conjoncturel. Les taux de défaut devraient rester autour de leur moyenne historique. Et vous êtes correctement rémunéré avec les primes de risque actuelles sur la classe d'actifs. Je vais maintenant laisser la parole à Edouard pour vous expliquer quelles solutions nous avons chez Swiss Life Asset Manager en termes de fonds échéance. Merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, maintenant, nous allons nous focaliser sur la partie des solutions que l'on propose. Et aujourd'hui, le meilleur moyen, selon nous, de profiter de l'attractivité des rendements sur le marché à yield, c'est d'investir via les fonds à échéance qui sont des fonds de portage où l'idée c'est d'investir dans des obligations, de les porter jusqu'à leur échéance et de profiter des intérêts qui nous sont payés tous les ans par les sociétés sur la dette dans laquelle on investit. Alors avant de rentrer dans le détail des fonds, un petit point sur notre expérience sur la gestion de fonds échéances qui nous semble absolument crucial à mettre en avant. En effet, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que l'on gère des fonds à échéance. On est à peu près une dizaine de fonds à échéance gérés ou en cours de gestion. On en a 3 en ce moment qui sont en cours de gestion. Et ça, c'est extrêmement important à 2 égards. Le premier, c'est qu'on a vu énormément de fonds à échéance se créer les 2 années précédentes. On a même entendu des rumeurs dans le marché qui disaient qu'il y avait à peu près 40 fonds à échéance l'année dernière qui étaient en attente d'agrément à l'AMF. Pour vous dire, et vous le savez aussi bien que moi, comme ces fonds-là, on le vend en poupe avec beaucoup de sociétés qui lançaient leur premier fonds à échéance. Alors nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas et ça nous a permis aussi de gérer des fonds échéances dans des moments de marché qui étaient parfois un peu plus compliqués, dans des périodes de crise, et donc de savoir réagir dans ces moments-là sur la gestion d'un fonds, dans la gestion d'un fonds à échéance. Deuxième point qui est crucial dans notre expérience de gestion à échéance, c'est que finalement, on n'a géré que 10 fonds à échéance sur les 10 dernières années. 10 fonds à échéance, c'est relativement peu. C'est relativement peu, pourquoi? Parce que chez nous, ce n'est pas un produit ou une solution que nous lançons tous les 6 mois comme un produit de campagne et qu'on va rouler régulièrement, mais c'est vraiment une solution d'opportunité. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les noms de nos fonds échéance, il y a toujours le mot opportunité dedans parce qu'on décide de lancer un fonds échéance et de promouvoir un fonds échéance que lorsque le marché nous offre une opportunité, une fenêtre de tir intéressante, des rendements attractifs. Des rendements attractifs, ça veut dire potentiellement des performances in fine plus élevées pour nos partenaires et nos clients. Donc ça, c'est extrêmement important. Si on vient vous voir en vous disant aujourd'hui on a des fonds à échéance qui sont intéressants, c'est que nous estimons que le marché est suffisamment rémunérateur pour pouvoir investir dans cette classe d'actifs-là. Sinon, on préférera attendre un meilleur moment. Maintenant, rentrons dans le détail de nos fonds. Alors, le cadre général est assez simple. On a des fonds échéances qui sont une brique pure d'allocation, une brique pure à yield. On n'investit pas dans des obligations qui sont investment grade. L'idée, c'est vraiment de se focaliser dans le cœur du marché du high yield afin d'avoir quelque chose de le plus pur possible. Notre gestion est globale. Elle est globale, c'est-à-dire qu'on investit à la fois dans des titres libellés en euros, en dollars
et en livres sterling, mais dans une moindre mesure, étant donné la petite taille de ce marché relativement aux deux autres. Tous les investissements qui sont réalisés en devises hors de l'euro sont complètement couverts contre le risque de change. Nous ne prenons aucun risque sur l'évolution des parités euro-dollar ou euro-sterling. Nous nous concentrons vraiment sur la gestion du risque de défaut des sociétés dans lesquelles nous investissons. Un cadre général relativement classique, mis à part peut-être l'aspect global qui nous apporte de la diversification, et j'y reviendrai. En revanche, à partir de maintenant, on va rentrer sur des spécificités qui sont importantes pour nous dans notre gestion et qui, nous le pensons, font la différence et vis-à-vis de nos concurrents et sont extrêmement importants à prendre en compte. La première, et j'ai vu une question dans le chat passer là-dessus, c'est que nous avons quelques exclusions sectorielles. La première exclusion sectorielle que nous avons, c'est que nous n'investissons pas dans des dettes financières subordonnées émises par des banques ou des assurances. Ce n'est pas quelque chose de récent. On n'a pas pris cette décision suite aux événements Crédit Suisse du mois de mars. C'est quelque chose que nous faisons, que nous mettons en place dans nos fonds, cette exclusion, depuis le premier fonds qu'on avait lancé en 2012. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'on a un risque réglementaire très important, risque réglementaire qui est lié au fait que l'autorité de tutelle peut demander à une banque ou à une assurance de ne pas payer ses coupons sur sa dette financière subordonnée et de ne pas rappeler sa dette, sachant que ce sont des obligations qui sont perpétuelles avec des dates de rappel régulières, mais elle peut demander de ne pas rappeler ces obligations aux différentes dates de call. Ce qui fait que quand on pense à la philosophie d'un fonds échéance qui est un fonds de portage où le but c'est de toucher les coupons tous les ans et d'avoir une obligation qui est remboursée à sa maturité, ici quand on s'intéresse aux dettes financières subordonnées, eh bien ces deux éléments de portage que sont le coupon et la maturité sont extrêmement incertains et en plus sont liés à une autorité de tutelle sur laquelle on a peu de vue et du coup, selon nous, c'est une typologie d'actifs qui est bien spécifique mais qui n'a pas sa place dans un fonds à échéance. Deuxième exclusion sectorielle, il s'agit de l'exclusion du secteur de l'énergie. Outre les considérations ESG, l'exclusion du secteur énergie dans nos fonds échéances est principalement liée à des facteurs fondamentaux. Pourquoi? Parce que sur nos 10 ans plus de 10 ans de gestion à yield, on a remarqué que le secteur de l'énergie avait des vagues de défauts à peu près tous les 4 ans. Quand je dis des vagues de défauts, on a eu par le passé des défauts entre 30 à 50% du secteur dans le yield des sociétés qui faisaient faillite. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Ces vagues de défauts sont très liées à l'évolution du prix du pétrole. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, le prix du pétrole est à 100 $, du coup, c'est un secteur extrêmement porteur. Effectivement, aujourd'hui, le secteur de l'énergie est très porteur et les sociétés se portent plutôt bien. En revanche, il faut toujours garder en tête l'esprit d'un fonds à échéance. L'idée, c'est encore une fois d'investir dans des obligations et de les porter jusqu'à échéance et de ne pas avoir des rotations sectorielles tous les 3 jours dans notre fonds. Aujourd'hui, le prix du pétrole est autour de 90 $, on va dire, un petit peu en dessous de ça. Demain, dans 2 ans, dans 3 ans, on n'a aucune idée où sera le prix du pétrole. Et ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à chaque fois que le prix du pétrole passe en dessous de 60 $, eh bien, les sociétés à yield ont vraiment du mal à être profitables, voire ne sont pas profitables, et c'est là qu'arrivent les défauts. Et nous, clairement, on ne veut pas ajouter cette volatilité, on ne veut pas ajouter cette incertitude dans notre fonds à échéance. Et donc, on a décidé d'exclure le secteur de l'énergie pour cette raison. Enfin, nous avons une exclusion géographique. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait une gestion qui était globale. Globale, oui, mais seulement dans les pays développés. Nous n'investissons pas du tout dans des sociétés qui sont implantées dans des pays émergents. Pourquoi? Parce que notre philosophie et notre métier de tous les jours, c'est de gérer le risque de défaut dans des sociétés dans lesquelles on investit. Quand vous investissez dans des pays émergents, en plus du risque intrinsèque de la société, eh bien, il y a le risque du pays, il y a le risque géopolitique qui est à prendre en compte et qu'il faut intégrer dans les analyses, qui pour nous est un métier différent. On a une équipe de gestion émergente basée dans notre bureau de gestion à Zurich qui fait ça très bien. Mais en tout cas, voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de se focaliser dans nos fonds échéances sur les pays développés et le risque de défaut des sociétés
implantées dans les pays développés. À titre d'exemple, dans les pays émergents, on a vu des vagues de défauts importantes en Chine, notamment dans le secteur de l'immobilier. On a vu des vagues de défauts très importantes en Amérique latine, liées aux problèmes de défauts notamment réguliers de l'Argentine, ou encore plus récemment liés à l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc tout ça, ça crée beaucoup d'incertitudes où la géopolitique, parfois et souvent finalement, prend le pas dans les pays émergents par rapport à la qualité intrinsèque d'un émetteur. Du coup, c'est pour cela qu'on a décidé d'avoir une gestion globale, mais de se focaliser sur les pays développés. Autre caractéristique qui nous semble extrêmement importante sur nos fonds échéances, nous vous offrons une liquidité quotidienne. Nous vous offrons une liquidité quotidienne en n'ayant pas de période de commercialisation. Nos fonds sont ouverts à la souscription comme au rachat du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie. Ça, c'est extrêmement important. Notre but, c'est de laisser le maximum de flexibilité à nos investisseurs. Vous pouvez demain décider de racheter vos investissements dans notre fonds parce que vous estimez que vous avez fait une bonne performance. La seule chose qu'on vous demande en tant que personne qui rachète par anticipation, eh bien, c'est d'injecter 1% de frais de rachat acquis au fonds. J'insiste sur le acquis au fonds. Ce pourcentage de frais de rachat vont aller directement dans le fonds pour les autres porteurs et ne vont pas tomber dans les poches de la société de gestion. L'idée derrière, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les coûts de liquidité sur une obligation à yield sont de 1%. Si j'achète et je vends la même obligation au même moment à la même personne, je vais payer 1% de frais. Si nous n'avions pas mis en place ce pourcentage de frais de rachat acquis au fonds, cela veut dire que les porteurs restants dans le fonds paieraient pour un client qui souhaiterait sortir par anticipation. Et donc, du coup, pour des questions d'égalité des porteurs, nous avons mis en place ce système. Il faut le voir vraiment comme une protection pour vous qui allez bien sûr rester jusqu'à échéance, que nous conseillons dans les fonds à maturité. Le deuxième point qui est important dans la liquidité quotidienne, c'est de vous offrir la possibilité de souscrire ou resouscrire dans notre fonds à une date ultérieure par rapport à son lancement. Quand on lance un fonds échéance, je le disais précédemment, on estime qu'il y a une bonne opportunité de marché. La durée de vie d'un fonds échéance, en général, elle est de 5 ou 6 ans. Une opportunité de marché, ça ne se présente pas une fois en 5 ans. Et c'est dommage de ne pas offrir cette flexibilité à nos partenaires et à nos investisseurs, de pouvoir abonder leurs investissements 2-3 ans après le lancement du fonds, si les rendements sur le marché sont attractifs, avec une échéance qui sera évidemment plus courte, mais qui pourra correspondre à l'horizon de placement de certains clients. Vous allez me dire, mais quid de la dilution? Parce que finalement, le risque, c'est qu'en rentrant, en ayant des souscriptions après le lancement du fonds, on dilue la rentabilité pour les porteurs existants, déjà dans le fonds. Alors la réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'important, quand on a des souscriptions dans ce genre de portefeuille, c'est de les placer, de les investir au moment où on les reçoit, au taux moyen du portefeuille en vigueur. Les obligations, elles fluctuent tous les jours, leur prix fluctue tous les jours et on est capable de connaître leur rendement tous les jours. Si demain, vous souscrivez dans notre fonds à 5% et que nous investissons votre souscription à un rendement moyen, en investissant dans des obligations dont le rendement moyen est de 5%, alors il n'y aura absolument aucune dilution pour les porteurs et restants qui sont déjà investis chez nous. Ça, c'est un point extrêmement important. Encore une fois, cette liquidité quotidienne, c'est une volonté qu'on a toujours eue d'offrir le maximum de flexibilité pour nos investisseurs. Autre caractéristique extrêmement importante qui est liée à la structure même des obligations à yield. Les obligations à yield, aujourd'hui, ont des structures de rappel émetteur, c'est-à-dire qu'un émetteur peut décider de rappeler par anticipation son obligation pour éventuellement se refinancer à moindre coût. C'est ce qu'on appelle des obligations callables, comme c'est écrit à droite de la slide. Aujourd'hui, on a plus de 90% du marché à yield dont les obligations ont des structures de call.
Ces structures de call sont à l'initiative de l'émetteur. Nous, en tant qu'investisseurs, on subit la décision de l'émetteur. C'est-à-dire que si l'émetteur décide de rappeler par anticipation son obligation, nous, on est obligé de récupérer les liquidités et de rendre l'obligation. On n'a pas le choix, on ne peut pas la garder et continuer à avoir les coupons qui nous sont payés. Du coup, il se crée une incertitude quant à la réelle maturité d'une obligation à yield. On sait qu'elle va se situer entre la première date de call et la maturité finale. Comment évoluent les calls sur les obligations? Eh bien, finalement, elles évoluent. Cette évolution, il y a deux choses. La première, c'est la qualité intrinsèque de la société. Si la qualité de la société s'améliore, si ses ratios de crédit s'améliorent, eh bien, a priori, cette société-là pourra se refinancer à moins cher. Donc, elle a tout intérêt à rappeler son obligation par anticipation et réémettre une nouvelle obligation sur le marché pour avoir un coût de la dette qui soit inférieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui fluctue sur la maturité réelle d'une obligation, eh bien, c'est les conditions même de marché. De temps en temps, le marché est très porteur et du coup, beaucoup de sociétés arrivent à se refinancer à moindre coût et donc elles ont tout intérêt à rappeler leurs obligations par anticipation. Et parfois, c'est l'inverse. Le marché est un peu moins porteur et donc, du coup, il y a un peu moins de probabilité que ces obligations soient rappelées par anticipation et les sociétés ont tendance à garder leurs obligations de manière plus longue, plus proche de la maturité finale. Les rappels anticipés, c'est pas quelque chose d'exceptionnel sur le yield, c'est plutôt même un sport national parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des obligations qui sont callables sur le marché yield, je vous disais plus de 90% du marché, on a plus de 80% de ces calls qui sont exercés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qu'il est crucial de prendre en compte dans la gestion. Et comment ça se traduit dans la gestion? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer sur cette slide qui est relativement dense. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous avez une seule slide sur laquelle il faut vraiment être avec moi, c'est probablement celle-ci, parce que je vais y passer un peu de temps pour bien que vous compreniez comment la caractéristique collable des obligations à yield, pour nous, est un élément crucial à prendre dans la gestion. Prenons l'exemple de notre fonds Bond à Yield Opportunity 2026, qui a une échéance au 30 juin 2026. Quand on gère un fonds à yield, on pourrait se dire, comme le font un certain nombre de maisons de gestion, eh bien, on va prendre en compte la maturité finale des obligations. On va donc investir dans ce fonds-là que sur des obligations qui ont une maturité finale autour de juin 2026. Le problème, ce que je vous expliquais précédemment, c'est que beaucoup de ces obligations, dans un cas extrême autour de 80-90%, vont être rappelées avant l'échéance du fonds, en 2023, en 2024, en 2025. Nous, on va récupérer des liquidités dans le fonds. Donc, soit on laisse les liquidités dans le fonds et du coup, le rendement va être ridicule et va venir être complètement dilué et la perf in fine que vous aurez, la performance ne sera pas du tout en ligne avec le rendement qui vous a été communiqué au moment de votre investissement. Soit, évidemment, il faut les replacer, ces liquidités, les replacer dans des obligations qui ont des échéances qui sont relativement courtes, parce que si on a un rappel en 2024, il nous reste à peu près 2 ans de vie sur le fonds, donc on ne va pas aller s'amuser à aller investir dans des obligations 2030. Des obligations avec des échéances relativement courtes, eh bien, ça veut dire aussi des rendements relativement faibles. Ces rendements relativement faibles et ce replacement des liquidités qu'on obtiendrait avant 2026 liés à ces structures de call ne compensent pas le coupon qu'on aurait touché sur les obligations qui ont été rappelées si elles étaient restées en vie. Et donc, on a un gros manque à gagner qui vient clairement impacter de manière non négligeable la performance finale de nos fonds, des fonds. Deuxième point, je vous disais tout à l'heure que 80% à peu près des obligations callables étaient collées, étaient rappelées par anticipation. Ça veut dire que vous avez un gisement plus de 20% avec des obligations qui ont des maturités relativement courtes. Et ça, si vous reliez avec ce qu'on voit régulièrement sur les fonds échéants, c'est-à-dire des rôles tous les 2 ou 3 ans des fonds, on comprend très bien le problème. Pour les gestions qui réfléchissent en maturité finale, elles se retrouvent au bout de 2-3 ans de vie du fonds avec énormément de liquidités à replacer à court terme. Elles n'ont plus le gisement suffisant pour pouvoir replacer ces liquidités, donc elles sont obligées de rôler la maturité du fonds pour retrouver une profondeur de marché suffisante pour pouvoir investir. Donc, du coup, elle vous réengage pour une période plus longue. Ça, c'est le premier risque qui est important quand on réfléchit en maturité finale, c'est le risque de replacement et l'impact que ça a sur le rendement et éventuellement la gestion de la maturité même du fonds.
On pourrait se dire très bien, pour éviter ce risque, ce que je vais faire, c'est que je vais investir seulement dans des obligations dont la première date de call se trouve au moment de l'échéance du fonds. Comme ça, j'évite ce risque de replacement parce que j'ai aucune obligation qui va être rappelée avant l'échéance du fonds. Effectivement, c'est le cas, mais là, où se crée un nouveau risque, c'est le risque inverse, si je peux l'appeler ainsi, puisque si, imaginons, on se retrouve en avril-mai 2026 et qu'on a un marché qui est extrêmement difficile, pas de refinancement possible, le marché primaire complètement fermé, les sociétés ne peuvent pas émettre d'obligations. Du coup, on va se retrouver dans notre fonds échéance avec que des obligations qui ont des maturités 2027, 2028, 2029, qu'il va falloir vendre. Et on n'aura pas le choix de les vendre parce que le 30 juin 2026, on doit vous rembourser votre argent, le fonds clôture. Donc on doit vraiment sortir ces obligations du fonds. Et être vendeur forcé sur le marché, c'est jamais très bon signe. Clairement, on nous attend au virage et les prix qu'on nous fera seront absolument exécrables, ce qui aura comme effet d'avoir un impact très fort sur la performance du fonds. Et donc nous, en ayant détecté ces deux risques-là, on a décidé de les balancer et de réfléchir en maturité statistique pour éviter ce risque, pour limiter ce risque de replacement et limiter ce risque de revente forcée. Comment on le fait? Pour chaque obligation dans laquelle on investit, on établit la probabilité qu'elle soit rappelée au premier call, deuxième call, troisième call ou à maturité finale. On fait une moyenne pondérée de tout ça et ça nous donne la maturité statistique de l'obligation. Et on s'assure que la maturité statistique moyenne des obligations dans lesquelles on est investi soit centrée sur l'échéance du fonds. Ça veut dire qu'on a des obligations qui vont être rappelées avant l'échéance du fonds, sur lesquelles potentiellement on aura un manque à gagner. Ce manque à gagner sera compensé par le fait qu'on est investi dans des obligations qui sont plus longues que l'échéance du fonds et donc avec un rendement qui est supérieur. Du coup, le troisième effet qui se pose ici, c'est de bien gérer la fin de vie des fonds échéances. Bien gérer la fin de vie des fonds échéances, c'est-à-dire ne pas se retrouver dans une situation de vente forcée. Pour ça, on est extrêmement prudent et extrêmement prévoyant. À peu près un an avant la fin de vie d'un fonds, on s'attache à resserrer la dispersion des maturités pour se retrouver en gros les 6 derniers mois ou le dernier trimestre de vie du fonds qu'avec des obligations dans le fonds qui ont des maturités finales, cette fois-ci autour de l'échéance du fonds. Ça nous permet de jamais se retrouver vendeur forcé. À titre d'exemple, on a clôturé un fonds en décembre 2018, à un moment où le dernier trimestre de l'année 2018 avait connu une correction majeure sur les marchés. Notre fonds clôturé n'a subi aucun impact sur la VL et sur sa performance parce que justement, on avait été prudent de bien faire le travail en amont. Deuxième exemple, on a clôturé un fonds en septembre 2020, donc juste après le Covid. Et avant Covid, on avait commencé à gérer ce problème cette situation sur les maturités. Et du coup, le Covid n'a eu aucun impact sur ce fonds-là et la clôture en septembre 2020 ne s'est faite avec aucun impact négatif sur la performance. C'est un point extrêmement important pour nous et si j'ai un conseil à vous donner quand vous investissez sur un fonds à yield, regardez toujours que les structures de call, les caractéristiques intrinsèques des obligations à yield sont prises en compte. Pour nous, c'est absolument crucial de gérer cela. Souvent, on dit que le risque de défaut est le risque principal sur les obligations à yield. C'est vrai, mais il y en a un deuxième qui est important. C'est celui que je viens d'illustrer ici. Et il est extrêmement important de le prendre en compte, notamment dans la gestion d'un fonds à échéance. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous avez bien compris l'importance de la gestion en maturité statistique. Enfin, dernière caractéristique qui est clé dans notre gestion, il s'agit de la diversification. Et là, on va revenir sur le risque dont on parle régulièrement, qui est le risque de défaut. Il y a deux manières de gérer le risque de défaut. La première, c'est via l'analyse des émetteurs que l'on fait très régulièrement, que l'on met à jour tous les trimestres lors des résultats trimestriels et aussi souvent que nécessaire s'il y a des événements importants sur une société. Ça, c'est le premier point qui nous permet de limiter au maximum les défauts dans notre portefeuille. Le deuxième point, en plus de l'analyse qui permet de limiter l'impact des défauts, c'est la diversification. La diversification, chez nous, elle se matérialise à plusieurs niveaux.
Le premier niveau, le plus large, c'est sur l'investissement global. Je le disais tout à l'heure, on a une gestion globale. Notamment, on investit de manière non négligeable sur le marché américain. Le marché américain est 5 fois plus gros que le marché européen, donc ça nous offre une profondeur de marché et des possibilités de diversification très importantes. Le deuxième, c'est au niveau sectoriel. On a à peu près tous les secteurs représentés dans nos portefeuilles. C'est quelque chose de délibérément voulu, à part le secteur des financières, évidemment, et le secteur de l'énergie, comme je le précisais. Et la diversification, chez nous, elle va même plus loin que ça. Elle va plus loin que ça dans le sens où on regarde émetteur par émetteur le poids dans nos portefeuilles et on se limite à 2% maximum par émetteur dans chacun de nos fonds. C'est extrêmement important. Ce que je vais dire est évident, mais si un émetteur fait défaut et qui représente 2% de notre portefeuille, l'impact sur la performance sera moindre que s'il représentait 5% de notre portefeuille. Pour illustrer cela, on a fait quelques simulations de performance selon certaines hypothèses pour un investisseur qui rentrerait aujourd'hui dans notre fonds, dans nos fonds, et pour voir quelle serait sa performance en fonction de plusieurs scénarios de taux de défaut annuel. Alors, prenons l'exemple du fonds 2026. Si on se concentre sur la simulation avec 4% de défaut annuel, 4% de défaut annuel, ça veut dire 4% de défaut cette année, en 2024, en 2025, en 2026. Pour un investisseur qui rentrerait aujourd'hui, il aurait une performance estimée avec 4% de taux de défaut annuel de 10,5% à échéance 2026. On a été plus loin dans nos simulations. On a essayé de chercher le taux de défaut qu'il faudrait pour un investisseur qui entrerait dans le fonds 2026 aujourd'hui pour avoir 0% de performance, c'est-à-dire pour juste sauver son capital. Il nous faudrait autour de 9% de défaut annuel d'ici à 2026. Soit en gros 36%, 9 x 4, 36 à peu près, 36% de défaut cumulés sur la période pour arriver à 0% de performance. 9% de taux de défaut, c'est extrêmement élevé. À titre de comparaison, pendant la crise financière de 2008, sur le yield, on est monté à autour de 12-13% de taux de défaut. Et c'était seulement une année, une fois. Donc en fait, pour arriver à 0% de performance, il nous faudrait une mini-crise de 2008 tous les ans jusqu'à 2026, ce qui n'est pas vraiment notre scénario. J'espère que ça n'arrivera pas. Sur le fonds 2028, on a fait le même calcul et on arrive à environ 8% de taux de défaut d'ici à 2028 pour arriver à 0% de performance. Donc vous voyez, sur ces fonds-là, vous le savez, le capital n'est pas garanti, mais vraiment la diversification vient comme un élément crucial pour protéger au maximum le capital de nos investisseurs. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on est à 2% maximum par émetteur, quand vous voyez le nombre de lignes dans nos portefeuilles, 190 lignes pour le 2026 et 113 lignes pour le 2028. Ça montre qu'on a une réelle diversification et via ces simulations, on voit bien, que l'impact de la diversification est vraiment réel sur la performance de nos fonds. Je vous parlais de nos deux fonds, 2026-2028. Ici, vous voyez les rendements bruts de frais de gestion. On est autour de 8-8,5% bruts de frais de gestion pour ces fonds-là, ce qui vous fait une net de frais de gestion sur une part P d'environ 7-7,5%. On a des encours qui sont importants, 349 millions sur 2026. J'ai même une info de dernière minute. On vient de passer hier soir les 350 millions. Donc, je suis ravi de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Et je remercie tous nos partenaires qui nous font confiance sur ces fonds-là. Et j'espère qu'on vous comptera nombreux encore dans les prochaines semaines sur ces deux solutions qui nous paraissent vraiment intéressantes aujourd'hui. Le fonds 2028, lui, fait 184 millions. En bref, avant de laisser la parole à Romain et de répondre à vos questions, est-ce que c'est le bon moment pour investir sur le high yield? Oui, on le pense. On le pense parce que les rendements sont intéressants aujourd'hui et on ne s'attend pas à un pic de taux de défaut. La remontée sera graduelle. Les marchés seront probablement volatiles, ça c'est sûr. Savoir si c'est le meilleur point d'entrée, j'en suis bien incapable de vous le dire. Mais en tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le point d'entrée est intéressant. Et donc, ça vaut le coup, selon nous, de commencer à investir sur la classe d'actifs. Peut-être pas mettre la totalité de votre allocation pour pouvoir éventuellement saisir des nouveaux points d'entrée dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça vaut le coup déjà de mettre un pied dans la classe d'actifs. Et ça vaut le coup de mettre un pied dans la classe d'actifs via nos solutions chez Swiss Life Asset Managers, nos deux fonds Opportunity, Fonds d'Opportunity Yield 2026 et Opportunity Yield 2028, qui nous semblent des solutions différenciantes,
à plusieurs égards, une gestion qui est globale, une gestion dans laquelle on exclut les dettes financières, le secteur de l'énergie. On se concentre sur la partie développée du marché. On prend en compte les caractéristiques intrinsèques des obligations à yield, à savoir leur caractère collable. On n'a pas de perte de commercialisation, on vous offre une flexibilité maximum. Et enfin, on a une diversification qui vient vraiment protéger au maximum votre capital. En plus de ça, Romain l'a dit rapidement, on a une équipe qui est expérimentée, on est 5 avec tous plus de 10 ans d'expérience sur la partie AIL, ce qui nous confère beaucoup d'expérience et on a vu quelques vagues de défauts et on est capable de gérer les situations sur nos émetteurs. Merci beaucoup. Merci Édouard, merci Gabriel, merci Emmanuel. J'ai eu la chance de répondre à beaucoup de questions, mais il y en a quelques-unes, messieurs, de l'équipe de gestion, que j'ai particulièrement appréciées et que je voulais vous adresser. Le but étant d'y répondre de la façon la plus simple et la plus concise possible. J'ai une première question que j'ai eue 2 fois, qui est de dire pourquoi les fonds ne sont que, entre guillemets, «SFDR 6» et pourquoi on ne va pas au-delà en termes de SFDR? Chez Swiss Life Asset Managers, on a décidé d'avoir une vision des investissements ESG stricts pour éviter tout risque de greenwashing, etc. Donc, quand on a un fonds qui est article 8, eh bien, pour vous donner une idée, c'est un fonds qui a les mêmes contraintes que le label ISR français, qui sont des contraintes, encore une fois, très strictes, très contraignantes. C'est un peu répétitif, des contraintes contraignantes, c'est évident, mais, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas être article 8 parce qu'on aurait énormément de restrictions d'un point de vue ESG sur nos fonds, et du coup, on proposerait des fonds avec des rendements qui seraient bien moins attractifs. Mais sans dévoiler de secret, on essaye de travailler avec l'équipe ESG pour nos futures motures sur voilà, un article 8 un peu plus édulcoré, on va dire, qui nous permettrait d'atteindre cette classification tout en gardant une certaine attractivité sur les rendements. Alors, tout ça n'est pas fait, c'est loin de là, les discussions sont en cours, mais j'espère qu'on va arriver à quelque chose une conclusion positive sur ce point-là. Merci. Pour Emmanuel, ou qui veut d'ailleurs dans l'équipe, les diapositives qui comparaient les marchés actions versus les marchés, high yield a particulièrement plu. On me demandait, et une réponse en 2 mots, quelle est la taille du marché high yield, comparativement au marché actions? Quels sont les ordres de grandeur? Si vous avez ces éléments-là en tête, messieurs. Alors, on peut répondre sur le high yield. On est sur le high yield euro fait environ 200 milliards, un peu plus, ça fluctue, 200-250 milliards. Et le high yield US, lui, corporate, donc j'exclus les financières en fait, puisque nous, on ne s'intéresse pas aux financières. Le high yield US, lui, il est à plus de 1000 milliards de 5 dollars. fois, 4 fois plus, 5 On, fois plus. on est sur une zone 4 à un peu plus de 4 fois en fait sur le high yield US. Donc, et c'est donc Super. nettement supérieur. Merci pour la réponse. Peut-être juste pour compléter, Romain, Ouais. là-dessus, c'est vrai que quand on compare la taille des gisements à yield par rapport aux indices actions, on est sur des degrés de distinction assez forts. Pour vous donner un ordre d'indice, le S&P 500, je pense que la market cap de cet indice-là, ça va être autour de 37 000 milliards contre ce que disait Emmanuel, qui est autour entre 1000 et 1200 milliards. Donc on a véritablement un écart assez important. En revanche, c'est vrai que là-dessus, on a quand même un nombre très important d'émetteurs et justement sur cette gestion globale qui est vraiment caractéristique de Swiss Life, on est en mesure d'avoir une diversification aussi bien géographique, sectorielle, qui est largement suffisante pour gérer des fonds à échéance granulaires en termes d'exposition. Ok, merci pour vos réponses. Gabriel, tant que c'est toi qui as la parole, tu as attiré l'oreille de nos auditeurs quand tu as parlé de période de solde. Est-ce que tu peux en une phrase ou deux nous réexpliquer pourquoi justement c'est une période de solde et qu'est-ce qui fait que selon toi on peut Mm. parler de solde dans le contexte actuel?
Bien sûr. Alors si on reprend un peu l'historique, si on repart avant la phase de hausse de taux qu'on a connue entre 2022 et aujourd'hui, de façon générale, hors crise du Covid, le prix moyen des indices à yield était autour de 100. Qu'est-ce que ça implique? En fait, ça implique ici, du fait de la structure de call que vous a présenté Édouard, le potentiel de gain en capital était plutôt limité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que le prix de l'obligation avait tendance un petit peu à progresser, en fait, du fait de la structure de call, il y avait un espèce de plafond de verre qui ne pouvait pas être dépassé. Aujourd'hui, le marché est différent, notamment du fait de cette phase de hausse de taux qui a impacté de façon assez importante les obligations qu'on avait en portefeuille et on le voit notamment via les performances 2022 qui ont été difficiles. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'en fait, vous allez profiter de ce fameux, ce qu'on appelle on va dire de rattrapage, d'effet de convergence à maturité avec une obligation que vous allez acheter en moyenne autour de, voilà, entre 88 et 90 et à horizon, enfin à maturité de cette obligation, elle aura vocation à converger au prix de remboursement, donc ce qu'on appelle le PER, c'est-à-dire à 100. Donc de façon très simple, vous allez bénéficier d'une progression d'un gain en capital de l'ordre de entre 10 et 12 points. Et en plus de ça, vous allez bénéficier du coupon sur vos obligations à yield qui aujourd'hui en moyenne est de l'ordre de 4%. Donc en fait, si on rajoute ce 12 points en capital de gain en capital potentiel, alors je vais dire potentiel parce que évidemment, s'il y a des défauts, ça viendra potentiellement impacter ce chiffre-là, plus ce fameux 4% de coupon, ben on retrouve ces fameux 7,5 de rendement qu'on avait affiché sur nos slides. Merci beaucoup. Si je devais le reformuler avec mes mots, de commerciaux, je dirais qu'on achète, et pour, reprendre ce que tu disais, aujourd'hui des rentes en quelque sorte de coupons, qui sont beaucoup moins chères qu'avant à l'achat. Donc voilà pourquoi on parle de période de solde. Et j'ai une dernière question, qui est, un tout petit peu plus technique. Édouard, ça concerne, ta partie, qui était au regard des émetteurs et du contexte de taux actuel. On a vu une hausse des taux. Quels vont être le comportement de ces émetteurs, notamment en matière de call? Est-ce qu'on peut dire que, comme, les taux montés, ils vont systématiquement coller ou au contraire, ils ne vont pas coller? Est-ce qu'il y a une règle précise ou un comportement global qu'on peut observer? Et ensuite, après, ta prise de parole, je procéderai à une brève conclusion avant de libérer tout le monde, juste au-delà de 10 heures. Voilà. C'est effectivement c'est un point important de la gestion et c'est un point important du marché. Théoriquement, on pourrait se dire qu'avec la hausse de taux et avec le coût de la dette aujourd'hui qui est bien plus élevé que ce qu'il était hier, tous les émetteurs qui ont émis des obligations hier ont intérêt à les porter jusqu'à maturité et à ne pas les rappeler par anticipation parce que, de fait, en se refinançant, elles vont augmenter leur coût de la dette. La hausse des taux, l'écartement des primes de risque, etc., sont clairement les éléments principaux. Ça, c'est la théorie. Et la pratique est un peu différente finalement. La pratique est un peu différente parce que ce qu'on voit sur le marché, c'est que depuis quelques mois, alors avant de dire ça, je refais même un pas en arrière. En 2022, clairement, le marché primaire était complètement fermé. On n'a pas du tout vu de refinancement. Et là, il y a eu très, très peu de rappels anticipés. Depuis quelques mois, en revanche, le marché primaire s'est rouvert. C'est rouvert même de manière assez forte. Alors, pas au niveau de 2020, fin 2020 ou 2021, mais en tout cas, on voit beaucoup d'émissions. On voit beaucoup d'émissions d'émetteurs, de sociétés qui refinancent des obligations dont la maturité finale est en 2024 et en 2025. Et même aux États-Unis, on voit les premiers refinancements d'obligations à maturité finale 2026. Donc finalement, pour un émetteur à yield, l'important, c'est de se refinancer. C'est pas, le coût de la dette est effectivement important, mais euh, certains émetteurs préféreront payer un peu plus cher pendant un an ou deux pour être certains de se refinancer, plutôt que de laisser courir une dette qui n'est pas chère et de se retrouver dans une situation où, au moment de la maturité de cette obligation, eh bien, elle va devoir se refinancer et si elle ne se refinance pas, il y a défaut. Sauf que si le marché primaire est fermé et qu'elle ne peut pas se refinancer, ça va la précipiter en faillite. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est probablement très différent du marché investment grade outre les structures de call, c'est que le risque de faillite et le risque de refinancement sont gérés très, très, très activement
par les émetteurs. Et un émetteur préférera toujours s'assurer son refinancement, quitte à payer un peu plus cher, plutôt que de laisser courir sa dette à bon prix trop tard et se retrouver dans une situation délicate. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir de refinancement. Ça, c'est de la théorie. La pratique, c'est qu'on en voit énormément et qu'on pense que ça va continuer. Merci Edouard. Je vois qu'il y a plein d'autres questions auxquelles je vais répondre dans le chat par la suite. Je tiens à respecter le plus possible l'horaire pour arriver sur une fin du webinaire à 10 heures, mais nous avons bien vu vos questions et nous y répondrons. Vous avez à l'écran 2 diapositives que Edouard, je veux bien que tu fasses défiler, qui donnent la synthèse des caractéristiques et notamment des référencements des 2 fonds que sont SLF Bond High Yield Opportunité 2026 et SLF Opportunité High Yield 2028, donc les 2 fonds de notre gamme. En conclusion, je retiendrai 3 points. Le premier, c'est vous en être rendu compte, on a une expertise qui est robuste, avec une équipe de gestion qui est solide, expérimentée. Je suis convaincu, et je sais qu'il en est de même pour vous, qu'on a la capacité, la technique pour comprendre toute la profondeur et toute la complexité de ce marché qui est trop souvent décrit de façon extrêmement succincte et simple. Et c'est extrêmement rassurant, je trouve, de vous voir, messieurs, toute l'équipe, aux manettes de la gestion de ces fonds. Le deuxième point, eh bien, c'est de dire qu'on a quand même des fonds, les fonds 2026 et le fonds 2028, qui sont extrêmement typés et qui sont, je dirais, peut-être un peu plus épurés que ce qu'on peut voir par ailleurs sur la place. Je le rappelle, pas de subordonnées financières dans le portefeuille, pas de dette émergente, pas de pétrole, pas de période de commercialisation. Donc on a au final un fonds qui est lisible. Et ça, je sais que la lisibilité pour vos clients, eh bien aujourd'hui, c'est primordial, surtout dans le contexte actuel. Et enfin, je dirais que grâce à vous, messieurs, et aussi grâce à l'équipe commerciale que je représente, on a un discours qui est, j'en suis convaincu, des plus transparents. Et comme je vous le disais, on a conscience et on le verbalise hautement que eh bien, le risque de défaut sur des fonds high yield n'est pas le seul risque qui existe, qu'il y a un risque de call, qu'il y a un risque de dispersion des maturités qu'il faut faire converger à l'échéance vers la date de maturité du fonds. Et je trouve ça plutôt une preuve de qualité et également de savoir-faire de notre part que de verbaliser ces risques, parce que pour bien gérer un risque, d'abord, il faut commencer par l'identifier. Et soyez convaincus que c'est bel et bien le cas. Mesdames et messieurs, messieurs les intervenants de l'équipe de gestion, il me reste à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. On est quasiment pile poil à l'heure, il est 10h01. J'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez appris des éléments. Et également, sachez que l'ensemble de l'équipe commerciale, donc composée de Alexandra Druet, de Louis-Renaud Margerand et de Xavier Royer, eh bien, est disponible, et moi-même, bien évidemment, est disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. On se fera un plaisir eh bien, de prolonger la conversation et de vous donner des détails supplémentaires si il en était nécessaire. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci Edouard, merci Gabriel, merci Emmanuel et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci et bonne journée.